Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Baumann et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur Instant Cactus, le podcast qui donne la parole à des individus inspirants, au parcours remarquable. Leur point commun ? Ils ont su croire en eux afin de prendre leur envol et mettre en scène leurs passions, talents, convictions et potentiel. Au-delà d'une simple valorisation de ces vécus passionnants, Instant Cactus se veut aussi une exploration des réflexions et questionnements qui ont jalonné leur chemin. En espérant que leurs parcours et leurs mots vous insufflent l'envie de prendre votre envol, je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de discuter aujourd'hui avec Céline Mitchard. Bonjour Céline. Bonjour Virginie. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui sur Instant Cactus. Est-ce que, pour commencer, tu peux te présenter et nous raconter ton parcours ? Avec plaisir. Alors, pour me présenter, c'est un peu compliqué parce que j'ai un parcours très hétéroclite, polyvalent, je dirais plutôt. Parce que c'est plus positif et puis ça me représente mieux. Je suis ancienne journaliste, ancienne enseignante de français et d'histoire, ancienne archiviste et spécialiste en information documentaire, chapeau que j'ai un peu conservé à l'heure d'aujourd'hui, puisque au moment où tu es en train de m'interviewer, je suis à la tête d'une entreprise que j'ai créée, qui est Vision Positive. J'en suis la directrice et la fondatrice. Bon, c'est beaucoup dire puisque je suis toute seule, mais voilà. Et ça fait maintenant plus de 2 ans que je suis entrepreneuse. Et la particularité qui me caractérise, c'est que je suis aussi en situation de handicap, puisque je suis malvoyante de naissance et toujours en basse vision aujourd'hui, mais en canne blanche depuis bientôt 3 ans. Donc j'ai créé mon entreprise alors même que j'apprenais à utiliser la canne blanche. Et aujourd'hui, à travers Vision Positive, j'offre des prestations essentiellement en matière d'accessibilité universelle, principalement dans tout ce qui concerne la communication accessible, et des formations aussi en la matière, mais aussi dans tout ce qui touche le cadre bâti accessible, donc l'architecture accessible et sans obstacle, tout ce qui touche aussi la communication sur Internet, donc sur les sites Internet accessibles, etc. Et je suis également formée en tant que coach professionnel, donc j'accompagne aussi des personnes avec ou sans handicap sur différentes problématiques, mais je collabore notamment avec l'association Trust to Achieve, qui est nouvellement créée à Genève, et dont le but est d'insérer professionnellement des personnes déficientes visuelles sur le premier marché du travail. Donc mon but, c'est aussi de mettre en place des sensibilisations et des accompagnements à la fois en entreprise et auprès des publics concernés, pour une meilleure insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Donc beaucoup de choses en fait. Oui, 1000 vies en une vie, si je comprends bien. Oui, mais c'est passionnant, c'est ça qui me plaît, c'est de pouvoir toucher à tout et de rester aussi dans mes pôles de compétences premiers quand même, de continuer à exploiter des compétences professionnelles que j'avais avant et que je peux maintenant exploiter de manière différente. Oui. Et je fais juste une parenthèse, mais Trust to Achieve, initié entre autres par Thibaut Trancard, sauf erreur ? Tout à fait, exactement. Oui, je connais bien Thibaut Trancard. Je ne sais pas si... Tiens, il me semble pas l'avoir vu interviewer dans... Tu l'as interviewé récemment ? L'été dernier. Je l'ai pas vu celui-ci. J'ai entendu le podcast de Céline Van Til, mais je n'ai pas entendu celui de Thibaut. Donc oui, je connais bien Thibaut. D'ailleurs, pour ne rien te cacher, Thibaut et moi, on est dans plusieurs projets ensemble. Génial. On est notamment, j'ai envie de dire les leaders, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, on a relancé... à nous deux et avec 2 autres collègues aussi, la section genevoise des jeunes de la Fédération suisse des aveugles et malvoyants, qui est une association. Et du coup, j'avoue que je suis un peu allée le chercher en lui disant « Hey Thibaut, j'ai besoin de ton énergie. Je ne peux pas faire ça toute seule. Viens avec moi, s'il te plaît. » Entre les deux, je pense bien que vous avez beaucoup d'énergie, effectivement. Oui, je pense qu'on se nourrit assez bien. Et justement, quand tu as créé la société Vision Positive, alors au-delà de ta passion entrepreneuriale, je pense que tu l'avais dans les tripes, cette envie d'entreprendre, quel manquement en fait tu comblais ? Tu avais l'impression qu'il n'y avait pas assez d'accompagnement, pas assez de sensibilisation en termes d'accessibilité. C'était quoi un petit peu la situation ? Alors j'avoue qu'à la base, ce qui m'a poussée à entreprendre, c'était déjà l'envie de m'affranchir de certaines hiérarchies, entre autres. Enfin, faut dire que moi j'ai créé mon entreprise au moment où plus ou moins j'ai été licenciée alors que ma vue s'était dégradée. Grosso modo, septembre 2017, ma vue s'est dégradée et la maladie qui a généré mon handicap visuel a légèrement empiré. Et du coup, dans la foulée, après quelques mois d'arrêt maladie et plusieurs opérations, alors que j'étais encore en post-opératoire, j'ai été licenciée du poste que je tenais à l'époque.
Et c'est assez marrant parce que j'ai été licenciée un 14 février, et ça je m'en rappellerai parce que je me suis dit que pour une rupture professionnelle, c'était bien. Moi qui ai toujours été assez axée travail, enfin je dirais pas que le travail est le premier amour de ma vie, mais disons que j'y ai beaucoup consacré d'énergie et puis j'aime beaucoup travailler. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, bon, ben, c'est peut-être le moment de mettre en place quelque chose qui me taraudait depuis quelques mois déjà, de me dire, voilà, j'aimerais m'épanouir pleinement au maximum de mes compétences professionnelles et j'ai une idée, j'ai envie de pouvoir être entrepreneuse et possiblement déjà indépendante, peut-être un jour de créer une structure plus grande, mais déjà commencer par être indépendante. Et puis, pour moi, c'était assez naturel de me dire que j'allais commencer à travailler d'abord dans l'accompagnement, en fait, parce que je m'étais déjà rendu compte, au travers de mon parcours AI notamment, que lorsqu'on est atteint dans sa santé et puis qu'on doit effectuer tout ce process d'évaluation, etc., on est on n'est pas toujours écouté, en fait. Enfin, c'est le système qui veut ça, c'est pas forcément les gens qui nous accompagnent, mais c'est le fait qu'on doit rentrer dans des cases, que si on n'y rentre pas, et moi c'était un peu mon cas, j'y rentrais pas bien, donc du coup ils savent pas trop bien quoi faire de nous, on pose problème, on est un petit peu l'épine dans le pied ou le clou qui dépasse, et clou qui dépasse amène toujours un peu le marteau, donc je trouvais ça extrêmement gênant, et moi j'ai pas ressenti cette impression d'être écoutée correctement ou pas comme j'aurais aimé l'être. Et je me suis dit, mais mince, moi j'ai une volonté de faire. C'est ça qui m'a permis de garder le moral aussi, parce que je savais ce que je voulais faire, parce que j'étais très déterminée, parce que j'avais une idée, que j'avais déjà vaguement une idée de business plan quand je suis arrivée chez eux, en disant voilà, ce que je faisais avant, je ne peux plus le faire de la même manière que ce que je fais, que ce que je pourrais faire maintenant. Mais j'ai une idée, j'ai toujours aimé transmettre, d'où le journalisme, d'où l'enseignement, mais j'ai toujours aimé écouter aussi. Et évidemment, je me voyais pas repartir pour un master de 7 ans à l'université pour faire psychologue, par exemple, ou enfin psychiatre encore moins parce que c'est des études de médecine, donc c'était encore plus compliqué au niveau des yeux. Et je me suis dit, mais voilà, j'avais trouvé une formation de coach. Le métier, je m'étais déjà un peu renseignée, le métier me semblait intéressant. Il avait l'avantage de pouvoir offrir une formation rapide. Et du coup, je suis arrivée à là-bas en disant, voilà, écoutez, moi, je pense que ce métier me correspondrait bien. Je crois que j'ai assez bien l'étoffe pour ça. Et puis voilà. Puis en plus, je pourrais faire de l'accompagnement spécifique pour les personnes en situation de handicap, par exemple, étant moi-même touchée et vivant et acceptant relativement bien ma propre situation. Je pense que je pourrais être d'une aide assez intéressante pour le public concerné. Et on n'a pas forcément accueilli mon projet avec un énorme enthousiasme. Donc, moi, je me suis formée toute seule avec mes économies à ce projet professionnel-là. Heureusement, l'assurance invalidité m'a aidée sur tout le plan matériel, par exemple. Mais c'est vrai que ça a été quand même un sacré parcours du combattant dont je suis contente de sortir aujourd'hui. Oui, je peux imaginer. Et c'est non sans mal, mais c'est vrai qu'à la base, ce qui m'a amenée, disons, à entreprendre, c'était l'idée de pouvoir continuer à faire les choses comme je le voulais, à ma sauce, et puis de conserver mon libre arbitre, en fait. Alors, je dis pas qu'on le conserve pas quand on est employé, hein, j'ai été employée longtemps, mais je commençais à voir un peu les limites de la chose. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui m'ennuyait assez vite dans les postes que j'occupais parce que je fais assez vite le tour des questions. Et puis au bout d'un moment, il me faut plus de nouveautés, il me faut plus de challenge. C'est difficile. C'est très difficile en tant qu'employé d'avoir un poste où on a de la nouvelle stimulation tout le temps, à moins d'avoir un très très haut poste. Et même dans les très hauts postes de cadre, je suis pas sûre que ce soit le cas tout le temps. Et là, je me suis dit que être indépendante, c'était tout nouveau, j'allais apprendre plein de choses, et puis surtout, ça allait me laisser des coups des franches pour développer des projets comme je l'entendais finalement, et travailler avec qui j'ai envie de travailler. Bon, alors après, c'est utopique, quand on débute, on travaille pas toujours avec qui on veut, mais au moins, ça nous laisse une marge de liberté qui est immense, et des possibles à explorer, juste démultipliés par rapport à ce qu'on pourrait trouver quand on est employé. Complètement. Quand tu disais que tu rentrais pas dans une case, c'était quoi? Que cette volonté d'entreprendre, elle était mal considérée?
Bah, disons que quand on entre dans un processus, à l'assurance invalidité, généralement, quand on mentionne le fait qu'on a envie d'entreprendre et de devenir indépendant, on vous regarde pas d'un bon œil parce que, c'est pas le but normalement de devenir, de devenir travailleur indépendant. Alors je dis pas que personne ne le devient, c'est pas vrai, il y en a qui arrivent quand même à créer des projets en tant qu'indépendants. C'est extrêmement rare et il faut vraiment bien, soutenir son projet pour que ça puisse passer la rampe. Parce que, à la base, simplement, l'assurance invalidité, c'est une assurance en fait. Donc elle fonctionne pas dans l'idée que l'assuré doive prendre des risques en fait. L'idée, c'est de replacer quelqu'un qui est en situation, voilà, finalement, d'invalidité totale ou partielle dans un emploi qui soit le plus stable et le plus sûr possible. Or, par définition, être indépendant, c'est pas exactement stable et c'est pas exactement sûr. Effectivement. Alors, pour revenir à ton activité, justement, est-ce que tu aurais des exemples de mandats à nous partager? Tu m'évoquais l'autre fois le CERN, la comédie. Est-ce que voilà, tu peux nous Bien sûr. présenter un peu ce que tu fais? Oui, alors, en fait, moi, j'ai commencé en tant qu'indépendante avec, mon premier mandat, c'était le CERN, en fait. J'ai d'abord, participé chez eux à un workshop, d'idéation, je dirais, qui était, sauf erreur, fin 2018, si j'ai bonne mémoire. Et puis, dans ce cadre-là, ils travaillaient avec différentes équipes, du CERN, notamment des scientifiques, des gens de la communication, sur, la manière de rendre accessible un certain nombre de leurs, contenus d'exposition aux personnes en situation de handicap et notamment, en situation de handicap visuel. Et puis bon, moi, il se trouve qu'à ce moment-là, j'avais rien de spécifique à faire, donc j'ai participé à cet atelier bénévolement. Et du coup, je leur ai fait, tu vas rigoler, un exemple d'audio guide, mais c'était 4 phrases. Et du coup, ils étaient super emballés. Ils ont dit: «Ah mais ça, c'est génial, tu pourrais pas le faire, pour une partie de notre exposition parce que, tu as la bonne image, la bonne métaphore, la bonne façon de comparer, puis tu as une bonne voix». Et du coup, en fait, c'est parti comme ça. Moi qui n'avais à la base aucune expérience de médiation culturelle, parce que je n'ai pas du tout de diplôme en médiation culturelle, je me suis retrouvée à travailler avec le CERN en développant des textes par rapport à différents points d'exposition qui avaient été choisis pour les rendre accessibles dans l'une de leurs expositions permanentes, qui est celle qui s'appelle le Microcosme et qui est installée à l'heure actuelle, du moins, dans le bâtiment principal du CERN à la route de Mérin. Et c'était vraiment sensationnel parce que pour moi, finalement, je ne suis pas médiatrice culturelle, mais par contre, les compétences que j'ai dû, disons pas développer, mais mettre en application lors de ce mandat, c'était clairement des compétences notamment de vulgarisation scientifique qui étaient totalement dans mes cordes du fait de mon parcours de journaliste que j'avais déjà dans les pattes. Donc au final, je me suis dit, voilà, un bel exemple de transversalité et puis de transfert des compétences. Au final, faire de la mise en accessibilité de ces contenus, c'était tout à fait à ma portée. Et c'était une collaboration qui était extrêmement riche, déjà d'apprentissage pour moi, déjà par le fait que j'ai dû travailler aussi avec les graphistes, regarder au niveau des contrastes, etc., ce qui jouait pas, suivre un peu comment ils faisaient évoluer les maquettes, par exemple, tactiles pour les personnes déficientes visuelles, travailler ensuite sur les textes pour que les textes accompagnent correctement l'exploration des maquettes. C'était vraiment un travail extrêmement intéressant et très collaboratif aussi, puisque j'ai été amenée à travailler avec d'autres personnes aussi et pas seulement toute seule dans mon coin. Et donc ça, c'était mon tout premier mandat qui m'a ouvert évidemment la voie à d'autres. En parallèle, je coachais aussi, mais ça, c'était tout à fait différent. Et par la suite, j'ai travaillé aussi sur la mise en accessibilité de balades sensorielles et tactiles au jardin botanique, par exemple, avec la ville de Genève. J'ai travaillé aussi avec le musée d'art et d'histoire. C'était en 2019 ou 2019, oui, parce que 2020, on était tous confinés, n'est-ce pas? Donc c'était en 2019 avec la médiatrice culturelle Alix Fiasson, qui, elle, donne depuis plusieurs années déjà les visites sensorielles et tactiles au musée d'art et d'histoire, beaucoup pour le public déficient visuel. Et là, elle avait créé dans le cadre, pas toute seule, mais avec l'ensemble des équipes du musée,
dans le cadre des vacances qui donnent la patate, qui sont organisées pendant la semaine d'octobre pour les enfants, une semaine d'ateliers et d'activités qui étaient inclusifs et qui étaient adaptés vraiment pour tous les enfants, y compris les enfants en situation de handicap, et pas seulement visuels. Il y avait des activités qui étaient signées, des activités où on pouvait toucher, goûter, qui étaient décrites, etc. Et dans ce cadre-là, j'ai notamment interviewé après les enfants pour créer des podcasts et leur demander voilà, quelle était l'expérience qui les avait le plus marqués pendant leur visite au musée. Est-ce qu'ils aimeraient toucher plus souvent au musée? Comment est-ce qu'ils voient cette expérience? Est-ce qu'ils renouvelleraient? Et là, tout récemment, l'un de mes mandats les plus récents, c'est avec la Comédie de Genève, où là, j'ai été carrément mandatée au comité qu'ils ont monté de personnes en situation de handicap pour travailler sur les questions d'accessibilité, que ce soit l'accessibilité du cadre bâti du nouveau bâtiment qui est au-dessus de la gare des Eaux Vives, ou la communication accessible, savoir, voilà, par exemple, la carte du menu au bar, quelle couleur elle doit avoir, quelle taille, etc., etc. Et puis la communication aussi sur le web, par exemple, ou sur papier, à quoi il faudra faire attention. Donc voilà, finalement, c'est assez diversifié et on travaille aussi actuellement sur la question du mobilier. Ah, intéressant. Ouais, Ok. ça, c'est vraiment intéressant aussi. Mais pareil, avec toute une équipe qui s'interroge justement sur la question du design universel. Voilà, utiliser des meubles, utiliser du mobilier qui soit déjà multifonctionnel et puis en plus qui soit le mieux adapté possible à l'ensemble des publics, y compris les publics empêchés. Ok. Super intéressant. Tu m'apprends plein de choses. Tu évoquais lors d'une autre interview que j'ai écoutée il n'y a pas longtemps, en préparant celle-ci. Voilà, tu parlais en fait de la stigmatisation que connaissent les personnes en situation de handicap. On l'a évoqué un petit peu juste avant, par rapport spécifiquement au monde professionnel et à celui de l'entrepreneuriat. Donc, dans la perception commune, c'est comme si handicap ne pouvait pas aller de pair avec compétence et ambition. On a l'impression que c'est des mots-clés qui sont un peu antinomiques dans cette perception-là. Est-ce que toi, c'est une préconception à laquelle tu as été confrontée en devenant entrepreneur ? Bizarrement, moi, j'y ai pas été confrontée, mais parce que je suis quelqu'un d'assez tenace et têtu. Donc, du coup, moi, j'en ai un peu joué, en fait, je dois dire. Je peux l'avouer, je pense, assez ouvertement. Je veux dire, je me suis bien médiatisée quand j'ai lancé mon entreprise. Bon, en même temps, j'étais journaliste, je sais un peu comment métier, ça marche. Ouais. Mais c'est vrai que, finalement, moi, j'ai un peu joué de cette image de « je suis une femme, en plus, je suis en situation de handicap et je suis entrepreneuse, c'est vraiment pas commun. » Donc, du coup, c'est vrai que c'est pas commun. La vérité, c'est que honnêtement, je connais des personnes qui sont en profession libérale, mais qui entreprennent de la manière dont moi je le fais, c'est-à-dire avec plusieurs mandats à gauche, à droite, qui courent un peu dans tous les sens. Honnêtement, en tout cas, à Genève, j'en connais pas. En Suisse romande, j'en connais pas non plus. Alors après, je connais des personnes qui sont masseuses, par exemple, qui sont kinés ou qui sont physio, enfin, qui ont des métiers où ils sont, par exemple, en cabinet. Ça, j'en connais pas mal. Mais c'est vrai, disons, je dirais start-upper, oui, ou qui touche un peu tout. Non, ça, effectivement, je n'en connais pas. Alors, j'en connais un, mais c'est un homme. Et puis, honnêtement, je sais pas trop encore bien ce qu'il fait parce que actuellement il se concentre plutôt sur sa carrière sportive. Il est notamment en politique à Genève, c'est Francisco Taboada. Mais c'est vrai que sur le plan féminin, néant. Mais tu penses qu'il y a une dévalorisation, enfin que dans le regard des autres il y a une dévalorisation et que les personnes en situation de handicap sont pas capables de faire? C'est un peu ça la perception ou... Je pense qu'on nous attend pas là, en fait. Il y a encore vraiment une image, je pense en Suisse, et beaucoup en Suisse d'ailleurs, parce que dans d'autres pays, je pense limitrophes, notamment en France, cette image quand même change gentiment, mais sûrement et de manière un peu plus active qu'en Suisse. Mais effectivement, on n'envisage pas que être une personne en situation de handicap, c'est encore être capable d'être quelqu'un d'actif. Et efficace et efficient. Et ça, avec plein d'idées. Et ça, c'est un problème, parce que je veux dire, moi, mon handicap, il me définit pas. Oui, dans certaines situations, je suis en situation de handicap et j'ai besoin d'aide. Mais en fait, n'importe qui peut avoir besoin d'aide dans n'importe quelle situation. Alors moi, j'aurais peut-être pas besoin d'aide dans les mêmes situations que tout le monde. C'est vrai que, typiquement, je vais au restaurant, si les gens sont déjà à table, moi, je retrouve pas les gens assis à table. Je vais pas faire 3 fois le tour du restaurant. Généralement, ce que je dis, c'est faites en sorte... généralement, je prévois et j'anticipe
inadmissible ce genre de problématique. J'arrive soit avant les autres et je demande la table, soit je me fais accompagner à table par le serveur, soit je demande simplement à quelqu'un de m'attendre devant et puis on va ensemble à table et ça va très bien. Mais voilà, faut trouver des alternatives. Absolument, ouais. Mais je veux dire, mais voilà, ça s'appelle aussi de l'adaptation finalement, et je pense que ça, c'est clairement une des grandes forces des personnes en situation de handicap, souvent, parce qu'il faut encore être dans l'acceptation de sa problématique de santé ou de sa situation tout court, parce que c'est pas forcément une maladie. Hein, moi, en l'occurrence, j'ai une maladie qui a dont découle le handicap, mais certaines personnes sont nées avec une déficience qui est pas forcément de l'ordre de la santé. Enfin, je veux dire, si on est sans la jambe droite, par exemple, voilà, c'est pas une maladie, quoi. C'est juste un fait. Et du coup, disons qu'on ne fait pas du tout ce lien entre être en situation de handicap et être apte à travailler et être compétent et efficace sur le premier marché du travail, que ce soit comme employé sur le premier marché du travail et pas forcément en emploi intégré dans différentes fondations ou institutions spécialisées. Ce qui est très bien d'ailleurs, hein, je ne crache pas du tout sur ce genre d'emploi protégé parce c'est nécessaire qu'ils existent. Il y a des handicaps et des situations personnelles et individuelles qui nécessitent ce genre d'encadrement, mais on est aussi extrêmement nombreux à être encore capable en fait de faire beaucoup de choses et à avoir envie de les faire. Moi, à titre personnel, je connais personne qui est arrivé à l'AI en disant moi je veux devenir rentier. Mais surtout que je crois que la rente n'étant pas non plus une fortune. Non, alors la rente, je confirme, c'est le maximum d'une rente pleine à l'assurance invalidité, c'est 2300 francs. Et ça, c'est si on a cotisé toute sa vie, voilà. Hein, donc autant dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui touche 2300 francs. Et puis en plus, être rentier, même à 2000 francs, c'est pas la fiesta. On ne vit pas avec une rente AI. Les gens qui pensent qu'on vit avec une rente AI et qu'on profite du système, c'est vraiment des gens qui se leurrent. On ne peut pas vivre avec une rente AI. On est obligé de compléter, quoi qu'on fasse avec une rente AI, on est obligé soit de la compléter avec les prestations du service complémentaire, notamment à Genève, soit s'il nous reste une capacité de travail avec un emploi à temps partiel. Et là, franchement, là c'est un autre débat, mais s'imaginer qu'on trouve facilement, par exemple, moi je sais pas honnêtement comment je ferais si j'étais employée. Typiquement, moi, je suis en capacité de travail, mais partielle. Si je devais travailler à 30 ou 40%, qui m'engage à 30 ou 40%? C'est des taux de travail qu'on trouve quasiment pas sur le marché du travail. Suisse, en tout cas. Oui, Suisse, en tout cas. Je veux dire, un petit 20%, quoi que des 20%, des fois, ça arrive qu'on en trouve, mais c'est des petites choses. Souvent, c'est associatif. Et souvent pour des taux de travail aussi faibles, c'est associatif. Donc, souvent bénévole. Donc voilà, là, on a une vraie problématique. Alors que finalement, je suis sûre que ces taux de travail ils pourraient tout à fait être intégrés dans les entreprises. Et ça permettrait à des gens qui aujourd'hui sont désœuvrés de pouvoir s'intégrer et puis d'être heureux de le faire. Parce que franchement, souvent certains, ils s'ennuient. Et puis au bout d'un moment, ils arrivent dans un processus où on leur dit, finalement, oui, vous êtes capable de faire ça, ouais, mais peut-être pas assez vite ou je ne sais quoi. Et finalement, on les passe en rente complète. Et puis même, en rente complète, on vit avec le minimum vital. Et c'est super enthousiasmant. Hein. Franchement, moi, rien que d'imaginer ça, je me dis, mais j'espère ne jamais devoir passer en incapacité complète de travail. Parce que si ça m'arrive, je sais pas ce que je fais, mais je crois que je vais sombrer dans la dépression. On peut imaginer. Et comment est-ce que toi, tu perçois la position de la Suisse, justement, par rapport à tout ça? Est-ce que tu as l'impression que par rapport à ces pays voisins, on évoquait la France avant, il y a des meilleures mesures qui sont mises en place? Alors, je ne sais pas si c'est des meilleures mesures, mais je pense que la Suisse est extrêmement en retard sur ces questions-là. Et je pense que c'est notamment lié au fait que les milieux du handicap sont très dispersés, ne s'unissent pas forcément entre eux pour mener, disons, des combats à grande échelle. Ouais. Enfin, on ne se fait pas entendre de manière unie, en fait. Tous les handicaps ont leur association respective. Alors oui, hein, il y a en tout cas Inclusion Handicap au niveau suisse qui fédère un petit peu, mais c'est essentiellement sur le plan légal. Et c'est vrai que quand je vois des mouvements
mouvements qui sont extrêmement, comment dire, enfin pas revendicateurs, c'est pas le bon mot, je trouve que c'est un peu péjoratif de dire ça, mais disons qui sont militants, voilà. Je pense au mouvement de la grève féministe, je pense au mouvement LGBTIQA+, etc. Et je veux dire, c'est des minorités. Alors les femmes ne sont pas une minorité, mais je pense au LGBT par exemple, on parle d'une minorité aussi, mais c'est une minorité qui a trouvé sa place, qui a trouvé à se faire entendre, et puis qui milite, qui revendique des droits, et a raison d'ailleurs, hein. Et je veux dire, si seulement ça se faisait dans le milieu du handicap, moi parfois je me sens très seule à bouger comme ça et à ruer dans les brancards. Je suis pas sûre que ce soit le bon terme, mais c'est vrai que j'ai cette envie de faire bouger les choses. J'ai vraiment envie de porter cette cause, et pas seulement pour le handicap visuel, mais de manière générale, parce qu'il y a d'autres types de handicap aussi, et qui sont confrontés aux mêmes problématiques. Et c'est vrai que je me dis, en France par exemple, où ils ont depuis plusieurs années maintenant une politique de quotas, par exemple, pour l'engagement des personnes en situation de handicap en entreprise, j'ai l'impression quand même que les choses bougent plus. Alors, moi, j'ai jamais été trop partisane des quotas, pas non plus pour l'engagement des femmes au poste élevé, même si, a priori, ça fonctionne. Mais je pense que si on met en place une politique de quotas, il ne faut pas que ce soit de manière pérenne et voué à être maintenu il faut que ça donne une impulsion. de manière définitive. Il faudrait que, à mon sens en tout cas, si une telle politique devait se mettre en place, il faudrait que ce soit quelque chose qui soit fait pour donner l'impulsion. Après, voilà, en France, ça a ses travers aussi, hein. Les entreprises peuvent engager, je crois que c'est 4% de personnes en situation de handicap par entreprise, et je pense selon la taille de l'entreprise. Je connais pas les chiffres par cœur. Mais ce qui est intéressant, c'est que ils ont aussi la possibilité de ne pas engager de personnes en situation de handicap et de s'acquitter d'une amende. Donc il y a quand même un certain nombre d'entreprises qui payent des amendes pour ne pas engager des personnes en situation de handicap. Après, peut-être que dans certains types de métiers, ça peut se justifier. Je pense aux métiers dangereux, par exemple. J'en sais rien, mais si on travaille dans la maçonnerie, par exemple, je suis pas sûre. Ou la métallurgie, ou des choses. C'est ça. Je suis pas sûre qu'on puisse forcément engager, en tout cas, de personnes atteintes de certains types de handicap. Là, on pourrait clairement pas les engager. Ça serait juste pas possible. Mais là, c'est du bon sens. Enfin, là, c'est effectivement, il me semble, du bon sens. Mais le fait est que en France, sur tout un tas de points liés au handicap, il y a quand même des avancées qui se font, qui en Suisse en sont encore relativement au balbutiement, quoi. Je veux dire, eux, ils ont des lois, alors plus contraignantes, certainement beaucoup plus contraignantes que les nôtres pour un certain nombre de points, notamment par exemple l'aménagement des passages piétons qui doivent systématiquement avoir les bandes tactiles d'éveil pour indiquer que le passage doit être traversé. En France, maintenant, c'est une obligation. Tous les passages piétons ont ce genre de revêtement. Ils travaillent aussi beaucoup dans les lieux touristiques, sur les plans tactiles par exemple, en relief. Alors c'est pas partout, mais je veux dire, il y a beaucoup de startups qui se créent pour favoriser l'insertion des personnes en situation de handicap et l'inclusion finalement de ces publics empêchés dans différents pôles de la vie quotidienne, que ce soit les loisirs, que ce soit la culture, que ce soit l'emploi. J'ai l'impression qu'il y a plus de choses qui bougent, alors qu'en Suisse, on est toujours un peu dans cette histoire de statu quo. C'est une impression, et ça n'engage que moi, de nouveau, où j'ai l'impression qu'on est là, ok, on est en situation de handicap, on est aidé par l'assurance invalidité, donc on est aidé, donc il faut qu'on se taise, quoi. Et ça, pour moi, c'est pas normal non plus, parce que finalement, c'est comme si on nous ôtait une partie de notre libre arbitre. Complètement. Ouais. Et si demain, tu devais mettre en place des mesures, tu commencerais par quoi ? C'est une bonne question. Il y en a certainement beaucoup. Mais je pense que ce que j'aimerais, moi, déjà beaucoup faire, et ce que j'ai déjà finalement commencé à faire d'une certaine manière, notamment en m'engageant avec Trust to Achieve, c'est déjà de sensibiliser les grandes entreprises. Bon, alors là, je le fais actuellement pour le handicap visuel, mais il y a d'ailleurs un projet qui est en train de se mettre sur pied au niveau national et auquel je vais postuler là, d'aller sensibiliser les entreprises et former les entreprises à l'intégration des personnes en situation de handicap, tout handicap confondu, sur le premier marché du travail. Parce que je pense que si les personnes en situation de handicap ne sont pas engagées, c'est essentiellement par méconnaissance de la part des patrons, des entreprises, des RH, des équipes, etc. Et qui dit méconnaissance dit souvent peur, en fait. Et je pense que le meilleur moyen de contrer cette peur, c'est d'aller former, d'aller expliquer, d'aller montrer aussi comment on travaille
Bah là, typiquement, le 22 avril, on organise un workshop gratuit avec l'association Trust to Achieve au Musée d'art et d'histoire de Genève. Et dans une partie de ce workshop, on va animer un atelier, entre autres avec Thibaut Trancard, que tu citais tout à l'heure, sur l'utilisation des moyens auxiliaires qu'utilisent les personnes déficientes visuelles sur le lieu de travail. Et là, on va montrer comment fonctionne, qu'est-ce que c'est qu'un lecteur d'écran, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est qu'un téléagrandisseur, comment ça fonctionne, montrer les outils qu'on a sur smartphone, montrer comment on utilise un ordinateur, parfois plus efficacement qu'une personne qui voit, parce que nous, contrairement à la plupart des gens qui voient correctement, on a appris à l'utiliser avec les raccourcis clavier, donc on gagne beaucoup de temps. Et voilà, c'est des choses que la plupart des gens qui n'ont jamais été confrontés à la problématique de la déficience visuelle ne connaissent pas. Ils en ont simplement aucune idée et on peut pas leur en vouloir. Enfin, moi, j'en veux pas aux gens. J'en veux aux gens qui jugent, parce que ça, c'est une anecdote, mais elle lasse pas de me revenir à l'esprit. J'en ai fait quelque chose de très positif en faisant un post LinkedIn il y a quelques mois en arrière, mais sur le moment, j'étais vraiment assez énervée. Il faut savoir qu'en Suisse, il y a à peu près 375 000 personnes déficientes visuelles, et sur ces 375 000 personnes, il n'y a que 4% de personnes qui sont considérées comme cliniquement aveugles. Le reste, c'est des personnes qui sont en basse vision. Donc, ça veut dire qu'elles conservent un reste de vision, quelle que soit la vision, que ce soit une vision centrale, une vision limitée sur les côtés, ou au contraire, elles ont perdu la vision au centre, mais elles voient sur les côtés, plus ou moins net. Bref, il y a 36 façons de voir. Et moi, je fais partie de ces gens qui ont une vision altérée, mais qui voient encore relativement bien. Enfin, là, tu vois, tu es en face de moi, je vois correctement, je vois l'environnement qui m'entoure. Mais moi, par exemple, j'ai perdu tout ce qui est bas contraste. Donc, ça veut dire que si je me promets... Et ça dépend encore de la luminosité extérieure. Je suis très sensible à l'éblouissement. Dès qu'il fait un peu jour blanc, je suis obligée de mettre mes lunettes de vue, parfois même... mes lunettes de soleil, pardon, même parfois quand il pleut. Et du coup, si typiquement, sur le trottoir, je marche vite. J'ai la canne blanche, mais je marche vite. Et la canne me sert essentiellement à repérer si, par exemple, il y a un affaissement du trottoir ou si j'arrive gentiment vers le bord de la route, parce que parfois, je vois pas le relief entre le bord du trottoir et la route. Parce que c'est essentiellement des problématiques de ton sur ton, en fait. D'obstacles par rapport à... C'est ça. Mais par contre, s'il y a une poubelle au milieu du chemin, je vais la voir, puis je vais l'éviter, même avec ma canne blanche. Et voyant ça, une fois, je rentrais chez moi en marchant d'un bon pas, mais avec la canne, et j'ai croisé un vieux monsieur, mais à trois pas de chez moi. Et le type passe à côté de moi. Enfin, je dis vraiment un vieux monsieur, il devait avoir 70 ou 80 ans. Et il passe à côté de moi et il grommelle en passant. « Oh, elle fait semblant, celle-là !» Et moi, je me retourne et j'ai dit « Non, mais excusez-moi, monsieur. Bon, déjà, je suis malvoyante et je suis pas sourde. Et puis, en plus de ça, je suis malvoyante, je ne suis pas aveugle. Et quand bien même ce serait le cas, mais de quel droit vous permettez une remarque pareille ?» Et je veux dire, mais sur le moment, ça m'a vraiment choquée. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ça. Et pourtant, moi, j'assume vraiment bien mon handicap, je suis bien dans mes baskets, mais je veux dire, et ça, je le sais d'expérience, je connais très peu de gens qui ont accepté facilement le pas de la canne blanche. C'est un cap qui est difficile à passer. Moi, j'ai pas eu de difficulté avec ça, en fait. Quand on m'a proposé ça, je me suis dit, c'est un outil, ça va m'aider. Et de voir le truc comme un outil, ça change la perspective, ouais. Disons que je dis pas qu'il m'a fallu du temps pour m'accommoder aussi au regard des autres, parce que c'est vrai que comme je vois encore ce qui se passe, je vois aussi comment les gens ils se comportent différemment du fait qu'on a la canne ou qu'on l'a pas. Aujourd'hui, ça me fait franchement plus grand chose. Mais au début, je pense les trois premiers mois comme ça, il fallait s'habituer à ça aussi, au regard des gens qui changent. Mais je veux dire, mais ça, c'est incroyable. Et là, je me dis, ce monsieur, il en a aucune idée, en fait. Il sait pas qu'on peut avoir une canne blanche et qu'on peut voir quelque chose. Dans sa tête, ça doit être, on a une canne blanche, on est aveugle. C'est très binaire, ouais. Voilà, c'est ça, c'est binaire. Et du coup, non, la réalité, elle est pas blanche ou noire. Parfois, il y a des zones de gris, et ces zones de gris, les gens, souvent, ils en ont pas connaissance, tout simplement. Elles sont méconnues, complètement. Je voulais évoquer un post que tu as mis en ligne sur le blog que tu tiens sur le site web du magazine L'Illustré. C'est un article que tu as publié au sujet du clivage politique en matière de handicap. Je trouvais ça très intéressant. Tu as écrit, et je cite, « Le problème avec le handicap et toutes les thématiques qui en découlent, c'est qu'il est une chasse gardée jalousement et farouchement par des partis à gauche, voire très à gauche de l'échiquier politique. » Donc d'après toi, c'était le titre, je crois, « Le handicap, c'est une affaire rose-verte ». Alors, je dirais pas que le handicap est une affaire rose-verte. Je dirais qu'effectivement, c'est une thématique qui est essentiellement traitée par les partis gauche, les partis à gauche de l'échiquier politique, donc essentiellement socialistes, verts, etc., qui s'y intéressent, et c'est très bien. En revanche, c'est un problème que ce soit une thématique qui soit exclusivement traitée par les partis de gauche,
Parce que, bon, déjà, pour commencer, quand on est en situation de handicap, on peut être de tous bords politiques, y compris de droite. Moi, j'ai plutôt le cœur à gauche. Mais ce qui m'importe, c'est qu'en fait, les problématiques qui relèvent de l'insertion professionnelle, par exemple, sont aussi des thématiques qui concernent directement les milieux de droite. Et je pense par exemple au PLR ou les professions libérales. Voilà, typiquement, le fait que ces partis-là s'y intéressent pas, ça crée aussi des difficultés pour que nous, on puisse entreprendre, par exemple, ou pour qu'on puisse accéder à des emplois qui soient sur le premier marché du travail et pas uniquement à des emplois qui soient dans des environnements protégés, via des fondations, associations, etc. Moi, je suis très militante associative aussi, donc j'ai aucun problème et je trouve très bien que ces fondations et ces structures existent parce que c'est important qu'elles existent. Mais d'un autre côté, il faut aussi que ce sujet soit débattu et pris en main par la partie droite de l'échiquier politique parce que ces partis-là vont avoir un autre regard. Et puis c'est important, puis je veux dire, c'est une thématique qui touche au jeu démocratique finalement. Le jeu démocratique, il concerne tous les partis, il ne concerne pas uniquement un aspect du spectre politique. Il n'y a pas de fumée sans feu, hein. Je pense que c'est entre autres lié au fait qu'on enferme toujours beaucoup encore la notion du handicap avec la relation d'aide. Que quand on est en situation de handicap, on a besoin d'être aidé. Et je ne dis pas que c'est faux. Parce qu'il y a une part de vérité là-dedans, et ça, c'est une certitude. Mais en l'occurrence, il n'y a pas que ça. Puis l'aide, elle peut recouvrir plusieurs aspects. Je veux dire, oui, on a peut-être besoin d'aide de matériel, on a parfois besoin d'accompagnement, on a parfois besoin d'être accompagné d'une personne bénévole pour faire les courses ou je ne sais quoi, je dis n'importe quoi, mais je veux dire, c'est des cas de figure qui se présentent et qui sont tout à fait justifiés et avérés. Mais après, il y a aussi tout un tas de situations où on aurait aussi justement besoin de pouvoir trouver des postes de travail adaptés, avec des pourcentages de travail qui correspondent à nos capacités de travail parce qu'on a encore ces capacités de travail. Devenir travailleur indépendant, on nous donne aucune information sur comment devenir travailleur indépendant. Quand on est en situation de handicap, par exemple, et qu'on est indépendant, bonjour pour trouver une assurance perte de gain, par exemple. Parce que ça, faut encore y réfléchir. Donc ça nous précarise encore plus. Mais pourquoi est-ce que nous, en situation de handicap, on n'aurait pas accès à l'entrepreneuriat et aux professions libérales de la même façon que pourrait y accéder n'importe quelle personne valide? Pour moi, là, c'est vraiment une question d'équité, en fait, et de justice à un moment donné aussi, même si on peut pas forcément travailler à 100%. Moi, en tout cas, l'expérience que j'en ai, c'est que pour moi, l'expérience en tant qu'indépendante, c'est une manne parce que typiquement, même quand on est atteint par exemple de fatigue chronique, ce qui n'est pas mon cas, on peut tout à fait adapter son temps de travail aussi sur la journée ou sur la semaine en fonction aussi de comment on se sent physiquement, mentalement, au niveau de nos différentes problématiques de santé. Donc finalement, avoir un temps partiel qui est régulable et puis potentiellement travailler de manière indépendante, ça nous donne aussi la liberté de pouvoir gérer aussi notre temps de travail, d'être actif professionnellement, tout en gérant notre problématique de santé avec flexibilité. Ce que ne nous offre pas forcément le fait d'être salarié. Donc voilà, je pense que là, il y a des problématiques dont il faudrait se saisir, dont il serait intéressant de se saisir, en fait, je pense, mais qui aujourd'hui, en tout cas, à l'heure actuelle, ou à l'heure où on enregistre ce podcast, j'ai l'impression que ce sont pas vraiment les premières problématiques dont on se soucie. Et pour moi, c'est un problème, en fait. Je pense qu'à un moment donné, il est temps de donner un petit peu de la voix et de montrer que, on est motivé et deux, on est capable. Et on a envie, surtout. Oui, en plus de ça. Et bon, après, il faut dire une chose, et ça, c'est une vérité aussi, c'est que les personnes en situation de handicap, en tout cas sensoriel, visuel, auditif, je ne m'avancerai pas trop, j'ai les chiffres, mais je ne sais pas quel est le pourcentage de personnes jeunes qui sont atteintes, mais je ne pense pas une majorité. En tout cas, dans le handicap visuel, les jeunes, c'est une très, très grande minorité. Donc, c'est vrai que quand on a, disons, des associations qui représentent le milieu du handicap en question, et puis que dans ce milieu, il y a 90% de personnes âgées de plus de 65 ans et peut-être 10% d'actifs,
C'est vrai que c'est pas nous qui avons le poids et du coup, forcément, on se fait peu entendre et puis finalement, on se dit: pourquoi faire comment faire du bruit? Oui. Enfin, comment faire entendre notre voix? Et pourtant ces 10 ils comptent parce qu'on aimerait pouvoir être, inclus dans la société comme tout le monde. Puis comme tu disais avant, être entendu, mais pas seulement à gauche, on dit même, mais On aussi aimerait par les être entendu partis de tout droite, court, quoi. en fait, Ouais. parce que les problématiques sont diverses et les problématiques touchent, je dirais, voilà, l'ensemble des aspects sociétaux et qui dit, ensemble des aspects sociétaux dit, ensemble des partis politiques dans l'absolu. Complètement. Alors pour évoquer justement un sujet un petit peu politique aussi, qui est très actuel, je vais discuter avec toi d'écriture inclusive avec la perspective de l'accessibilité, qu'on oublie souvent dans le débat, ce que tu m'avais expliqué la première fois qu'on s'est parlé. Alors justement, quelles sont les problématiques qu'on a tendance à oublier? Disons que l'écriture inclusive, c'est un gros cheval de bataille en ce moment. D'ailleurs, comme je fais partie des gens qui essayent d'agir plutôt que de râler parce que bon, voilà, je ne fais pas trop, je fais pas trop, comment dire, hommage à la réputation des jeunes voix, des jeunes voix gueulards. Je préfère agir concrètement et intelligemment. Là, en fait, l'écriture inclusive est très problématique quand on utilise des lecteurs d'écran. Donc, les personnes déficientes visuelles en basse vision ou très basse vision utilisent des programmes, que ce soit sur smartphone ou sur ordinateur. Sur smartphone, on a par exemple VoiceOver, sur Apple ou sur iPhone, je vais y arriver, ou Talkback par exemple sur Android. Et puis sur PC, on en utilise d'autres au nom barbare que les gens ne connaissent pas parce que c'est des logiciels propriétaires. Mais du coup, le problème de ces logiciels de lecture d'écran, c'est qu'en fait, ils vous lisent tout ce qu'il y a à l'écran. Et quand ils font la lecture, quand on a des caractères type barre oblique, parenthèse, point médian, il les lit aussi. Et puis alors surtout quand c'est le point médian, comme il sait pas ce que c'est, parce que voilà, c'est pas un caractère de ponctuation reconnu vraiment parmi les caractères standards ordinaires, disons. Il va vous dire caractère spécial E, caractère spécial X, caractère spécial S. C'est super pour la lecture sur Internet, pas que sur Internet, mais je veux dire, puis là on parle de handicap visuel, mais moi alors du coup après j'expliquerai quand même ce qu'on a mis en place parce qu'on a travaillé sur comment rendre ça accessible mieux. Mais effectivement, ce point médian, il est assez problématique aussi pour d'autres publics empêchés, hein, que ce soit les dyslexiques par exemple, les personnes qui souffrent de déficience intellectuelle ou de troubles d'attention ou de difficultés à la lecture. Une complexité. Pareil pour les personnes allophones ou peu alphabétisées. Donc finalement, mais ce qui moi m'intéresse, c'est que ça, c'est finalement qu'une façon d'intégrer de l'inclusion dans la langue, l'inclusivité, pardon. Et du coup, moi, j'ai tout de suite, assez rapidement, en fait, l'année dernière, contacté Valérie Vuille, cofondatrice et directrice de Décadré, qu'on connaît maintenant bien à Genève, puisqu'elle est partout quand on parle d'écriture inclusive, et c'est tant mieux. Et je lui dis, voilà, écoute, Valérie, moi déjà, ça m'intéresse, parce que à la base, j'ai quand même avoué à Valérie, à l'époque, je dis, mais moi, je pense pas que ce soit le cheval de bataille le plus important du féminisme. Enfin, je suis peut-être pas la personne la plus féministe du monde non plus, mais du coup, j'étais intéressée. Enfin, je suis pas sectaire et j'étais curieuse, en fait. Et du coup, on a fait un partage de connaissances à l'époque. Elle m'a formée sur l'écriture inclusive et je l'ai formée sur l'accessibilité avec une partie de ses équipes. Et on s'est dit, mais en fait, là, il y a vraiment quelque chose à faire parce que parmi les différents outils de l'écriture inclusive, il y en a qui sont tout à fait accessibles avec des lecteurs d'écran, par exemple, qui sont aussi plus accessibles pour les publics empêchés, et par exemple des personnes qui doivent lire en français facile et à lire et à comprendre, ce qui est une problématique d'autant plus actuelle qu'on a voté en plus récemment pour l'accès au droit de vote des personnes sous curatelle notamment. Et du coup, je me suis dit, mais là, il faut qu'on monte quelque chose. Faisons ça ensemble. Toi, tu es spécialiste de l'écriture inclusive. Moi, ma spécialité, c'est plutôt l'accessibilité des contenus. Et du coup, là, on a lancé une formation ce début d'année, pas plus tard qu'en février, une formation à l'écriture inclusive accessible. Et on est super contente parce que c'est la première de Suisse. Donc, l'idée maintenant, la semaine prochaine, typiquement, on va former toute une équipe dans une institution culturelle genevoise. On organise la prochaine session d'inscription individuelle en mai, le 21 mai prochain. Et on est en train de porter auprès des associations la connaissance de cette formation parce qu'il faut quand même que les assos en lien avec le handicap aient connaissance simplement du fait que cette formation existe et qu'on l'a montée en connaissance de cause.
Et c'est vrai qu'on aimerait bien maintenant que ce message porte auprès de grandes institutions qui s'intéressent à la question de l'écriture inclusive, mais qui n'ont pas forcément pensé macro. Moi, ce que je reproche parfois un petit peu, et c'est pas que lié à la question de l'écriture inclusive, c'est un peu les effets de mode. Alors je trouve très bien, personnellement je trouve intéressant cette écriture inclusive, in fine, pas les points médians, mais je trouve le concept de mettre de l'égalité dans la langue vraiment intéressant. Et puis voilà, il y a des aspects très créatifs aussi finalement là-dedans auxquels je suis relativement sensible comme ancienne lettreuse que je suis. Je trouve ça plutôt assez fun au final, si c'est utilisé en réfléchissant aussi au fait que ça n'exclut pas d'autres publics, parce que quand on sait que la population de publics empêchés ou en situation de handicap divers, hein, et là c'est physique sensorielle, etc. Je suis même pas sûre qu'on inclut les 10, c'est 20% de la population en Suisse quand même. Donc c'est quand même pas peanuts. Et si, je suis pas sûre que les 10 soient inclus dans ces 20%, mais si on inclut les 10, c'est quand même 10% de la population qui est dyslexique à des degrés divers. Donc, je veux dire, techniquement parlant, l'un dans l'autre, ça ferait 30% de personnes concernées au niveau suisse. Ça fait quand même pas mal. Et du coup, c'est un peu fâcheux, à mes yeux, que de grandes institutions se dotent de chartes sur l'écriture inclusive, parce que oui, c'est bien l'égalité homme-femme, et je suis la première à le penser. Mais oui, attention, l'égalité homme-femme et évidemment personnes non-binaires, public. Je ne suis pas une spécialiste de toute la terminologie LGBTIQ, donc on me pardonnera. Mais je pense déjà à la non-binarité et puis transgenre, les publics qui pourraient ne pas se sentir inclus dans les terminologies homme-femme. C'est une bonne chose, mais attention à ce qu'on n'exclut pas, du coup, de l'accès à l'information. Et là, c'est ça, moi, qui m'importe surtout. Toute une partie du public qui, du coup, ne peut plus s'informer correctement. Alors, après, c'est des questions de compromis. Mais pour moi, et ça, c'est l'ancienne journaliste qui parle, possiblement, c'est quand même avant tout plus important d'accéder à l'information, parce que dans une démocratie, c'est important de pouvoir s'informer correctement, avant de me voir potentiellement représentée sur le papier. Alors, je pense qu'il faut trouver un compromis. Je suis pas... je pense que les deux sont importants. Après, il faut voir la balance. Mais l'accès à l'information, pour moi, doit primer avant tout. Surtout si c'est de la documentation, par exemple, qui est à destination d'un choix pour le vote, par exemple. Que ce soit ça, ou que ce soit des documents scolaires, etc., c'est important. Pour moi, ce serait dramatique, par exemple, que les sites de médias commencent à intégrer le point médian de manière systématique, parce que la presse, elle sert à informer, et que si on n'a plus accès correctement à l'information, là, ça va devenir vraiment problématique. Ouais. Ça, c'est le cri du cœur. Je sens, mais justement, qu'est-ce que tu proposerais pour remplacer ce point médian ? Qu'est-ce qui fonctionnerait, en fait ? Moi, je propose plein de choses pour venir suivre notre formation. Tu me donneras les références, comme ça, je les indiquerai carrément. Dans la page de l'épisode. Gros teasing. Non, mais clairement, de manière générale, en tout cas, pitié, n'utilisez pas le point médian. Trouver des alternatives. Mais je vais te dire une chose, c'est que typiquement, comment est-ce qu'on fait à la radio pour être inclusif ? Parce qu'on ne peut pas utiliser le point médian à la radio. Hein. Non, ça devient un peu compliqué. Voilà, s'inspirer du modèle introduit à la RTS, notamment, essentiellement dans l'actualité maintenant à la RTS, sur comment les présentateurs et animateurs radio rendent inclusif leur contenu à l'oral, s'inspirer de cela pour le faire à l'écrit. C'est noté. Et puis, je mettrai les références du workshop. Mais avec grand plaisir. On arrive à la fin. Est-ce que tu veux nous partager des projets que tu as qui arrivent bientôt ? Tu en as déjà évoqué quelques-uns. Oui, j'en ai tout plein. J'ai toujours plein de projets dans ma besace. Non, alors, écoute, un de mes projets actuels qui est encore en chantier, c'est le fait de travailler à plus d'inclusion au niveau de l'hôtellerie et de la restauration suisse. Et là, je suis notamment en relation avec la HES ESSO Valais, mais je ne peux pas en dire encore beaucoup plus pour le moment parce que c'est en projet. Et puis, avec une amie qui est également déficiente visuelle, on s'intéresse beaucoup à la question de la manière dont le handicap est véhiculé à travers les médias. Et comme du coup, je l'ai dit tout à l'heure, je travaille activement avec Valérie Vuille de Décadré, qui a ce fameux lab sur la communication non sexiste et non genrée.
On réfléchit à potentiellement mettre en place un projet qui serait là non pas axé sur la discrimination de genre, mais plutôt la discrimination liée au handicap, de manière aussi à pouvoir sensibiliser les médias sur ces questions-là et sur l'impact que peut avoir la manière dont ils traitent les questions liées au handicap sur la perception ensuite qu'en ont les citoyens et citoyennes. Plein de belles choses qui arrivent. Je suis sûre qu'il y en a d'autres. Ah oui, il y en aura toujours d'autres. On nous tiendra au courant. Et le mot de la fin, un conseil que tu aurais souhaité entendre lorsque tu as débuté ton activité? Mais écoute, tu sais que j'ai relisé cette question tout à l'heure et j'étais en train de me dire, mais je sais pas ce que je pourrais conseiller à quelqu'un. Parce que finalement, les conseils, j'en ai pas tellement entendu quand je me suis lancée. J'ai suivi mon instinct et puis je pense que ça, c'est la chose que personnellement, moi, je conseillerais aux gens, c'est quand on a une idée, suivre son flair un peu. Parce qu'au final, voilà, on fera peut-être pas tout juste. Hein. Je veux dire, voilà, moi aussi, c'était la première fois. Je me suis lancée, j'ai mis les mains dans le cambouis. J'avais pas forcément fait tout plein de plans bien. Alors oui, j'avais un business plan. Je crois pas que je l'ai suivi bien finalement au final. Mais je veux dire, voilà, au bout du compte, les mandats, je les ai obtenus. Je crois que l'important, c'est vraiment de se faire confiance. Et puis de prendre le temps de ficeler son idée quand même. De se dire, voilà, pour pas rester sur une idée, waouh, c'est génial, vérifier quand même que ça peut être faisable, genre ne serait-ce qu'une mini analyse de marché, ça peut être bien, mais même, tu vois, là, en disant ça, je pense au fait qu'en février, j'ai été à l'inauguration de la première librairie de livres en grand caractère de France, et probablement d'Europe, et peut-être même du monde, qui a eu lieu à Paris. Cette librairie de livres en gros caractères, elle a été créée par la directrice de 2 maisons d'édition qui n'éditent que des livres en gros caractères. Et elle s'est juste dit à un moment donné, mais nous, on vend par correspondance ou par Internet. Et tous ces gens qui achètent des livres en gros caractères, ils vont plus en librairie, ils ne peuvent plus accéder aux livres papier. Elle n'a fait aucune étude de marché. C'est pas moi qui l'invente, elle l'a dit dans plein d'interviews. Ils ont juste décidé de trouver un local au milieu du quartier latin et puis de monter une librairie. Depuis qu'elle est ouverte, cette librairie, elle a un succès mais retentissant. Il y a plein de personnes âgées, même pas forcément des personnes qu'on cataloguerait dans la catégorie handicapé visuel. C'est simplement des personnes âgées qui, comme nous toutes et tous, à partir de 45-50 ans, vont devenir presbytes et autres joyeusetés liées à l'âge. Et puis, elles arrivent à la librairie limite en pleurs, en disant « Mais grâce à vous, je peux relire ». 0 étude de marché, elle l'a juste fait en se disant mais au feeling. Et moi je crois beaucoup au feeling. Alors après peut-être à tort, hein, je pense que les férus du business plan et de prévoyons tout avant de se lancer diront que c'est pas bien ce que je fais. Mais en l'occurrence moi je m'y reconnais bien et puis jusqu'ici ça m'a toujours amené à travailler avec si ce n'est les bonnes personnes, parce que je sais pas si on peut dire les bonnes ou les mauvaises personnes, comme les bonnes ou les mauvaises situations, non, je ne ferai pas de référence stupide. Mais au final, je veux dire, les personnes qui me correspondent, en fait. Et pour moi, c'est ça qui est important. En tout cas, se faire confiance. On tombera toujours sur les personnes avec qui on a plaisir à travailler. Les choses doivent se faire. Ouais. Et le tri se fait tout seul, au final. Top. Mais écoute, on terminera là-dessus. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à toi. On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez retrouver le podcast et les références de cet épisode sur le site instantcactus.com ainsi que sur les réseaux sociaux. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.